recommandations qui ont été éditées par des neurologues de langue française qui sont écrits en anglais dans douleur et analgésie pour faire ces recommandations. Ça date de 2020 et vous voyez ce que on raconte. Alors, dans un premier temps, ils disent que la gabapentin, ça fonctionne, et ça fonctionne avec un NNT qui est finalement assez satisfaisant, avec une posologie qui est entre 1200, disent-ils, et 3600. Je rappelle quand même que le passage intestinal de la gabapentin peut vous permettre de monter les posologies jusqu'à 4008, voire 5004 si nécessaire, parce que de temps en temps, vous avez des patients qui sont non répondeurs, mais qui répondront à des posologies plus importantes. Les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine, alors vous les connaissez, là, c'est venlafaxine, c'est paroxétine, etc. Tout ça, ça fonctionne également avec un LMP qui est assez satisfaisant. On est quand même aux alentours de 7 ou 8, 7 ou 8 patients à traiter pour avoir 50% d'effets positifs. Bon, alors ça peut sembler beaucoup, mais vous avez quand même actuellement des hypocholestérolémiants sur le marché dont le NMP est à 143, ça on ne vous le dit pas. Donc, c'est quand même des médicaments qui sont intéressants, qui fonctionnent, et il y a véritablement consensus là-dessus, et c'est consensus international. L'amitriptyline, ça c'est certainement l'antidépresseur tricyclique actif sur les douleurs neuropathiques, qui est en tous les cas le plus efficace avec une efficacité, un NNT qui est parfaitement connu, qui est aux alentours de 3, et c'est ça finalement qu'il faut peut-être utiliser en première intention avec les recommandations de précaution d'usage, c'est-à-dire glaucome, prostate. Et puis, avec glaucome prostate, vous avez trouble du rythme si vous montez comme une brute les posologies, en particulier chez la personne âgée. Bon, le clonazepam est également dans ces recommandations. Alors moi, le clonazepam, c'est le Rivotril, ça m'emmerde. Et j'ai regardé pourquoi il était recommandé, je vous ai fait la petite traduction. Alors, c'est sur la base de travaux qui ne sont pas cohérents, qui montrent une inefficacité, mais qu'on va quand même vous recommander. Donc, c'est quand même passionnant. Alors, je me suis posé la question du clonazepam, et puis j'ai essayé de trouver des petites choses. Et ces petites choses, c'est que si vous associez Rivotril et stimulation cordonale postérieure, eh bien, vous courez aux envers, c'est-à-dire que votre stimulation cordonale postérieure, elle est reconnue comme étant moins efficace, ce qui est quand même un tout petit peu embêtant. Et vous voyez dans l'étude suivante que, au final, les résultats du clonazepam, quand il est comparé en tant que placebo actif vis-à-vis d'une autre molécule qui est censée avoir un effet anti-hyperalgésique, c'est le placebo actif qui est au final moins efficace que le placebo total. Donc, on est quand même dans la haute volée de la science, avec la recommandation d'un médicament totalement inefficace, mais qu'on connaît, qu'on a l'habitude d'utiliser, donc il n'y a pas de raison qu'on ne continue pas à l'utiliser. Le cannabis, on va vérifier son compte tout de suite, vite fait. Donc, le cannabis ne fonctionne pas sur les douleurs neuropathiques en particulier, avec une étude qui a quand même montré que le CBD, grâce à ses effets pharmacodynamiques, réussissait à fabriquer de la douleur neuropathique plutôt qu'à en enlever. Donc, c'est quand même assez intéressant. Si vous comparez avec les chiffres, vous verrez qu'il y a plus de patients douloureux quand ils utilisent le CBD que quand ils n'utilisent que le placebo. Là aussi, une grande victoire de la médecine et des recommandations. Je suis tout très content. Alors, la toxine botulique, alors ça, c'est pas mon domaine de compétence. La toxine botulique, c'est la compétence du docteur Bocan, mais j'ai quand même signalé que c'était quelque chose qui était efficace, malgré des recommandations qui restent oiseuses en disant peut-être bien que ça marche, peut-être bien que ça ne marche pas, mais en tous les cas, Nadine Attal, qui s'y connaît un petit peu en douleur neuropathique, avait fait des travaux princesses qui avaient montré une bonne efficacité dans le cadre des douleurs neuropathiques. La question, c'est effectivement comment ça marche, effectivement comment il y a diffusion
ou pas de diffusion, ça reste quelque chose d'interrogatoire. Alors, les topics, vous en avez deux, essentiellement, qui sont commercialisés. Le premier, c'est la capsaïcine en forme de patch à 8%, qui est efficace sur des douleurs neuropathiques, avec une application qui est faite en hospitalisation de jour, sur un territoire allogénique le plus souvent, c'est là ça semble être le plus efficace, avec une efficacité qui reste mesurée, mais qui reste remarquable. Remarquable au sens que ça peut être remarqué. Après ça, ces recommandations françaises qui disent qu'on peut utiliser le Versatis dans les douleurs neuropathiques focales. Je rappelle que le Versatis n'a qu'une seule indication qui est les douleurs post-zostériennes, qu'ici dans le Nord-Pas-de-Calais, il y avait bon nombre de médecins traitants qui avaient été victimes de prescriptions larges et qu'en conséquence, la sécurité sociale les avait assentis en leur demandant de rembourser. Étonnamment, quand on leur a demandé de rembourser, ils n'en prescrivaient plus. Donc, la seule indication de la Versatis, ça reste les douleurs post-zostériennes, même s'il y a eu un travail de Gisèle Hickling qui permet de dire dans les conclusions que peut-être que ça marcherait. Le travail de Gisèle, que je connais bien, il a été fait, il a mesuré l'anodynie mécanique, il n'a pas mesuré la douleur, il a mesuré des tests techniques uniquement et en rien la douleur, mais ça a été repris dans ses recommandations. Alors, kétamine et lidocaïne, des choses qui sont dans les recommandations qui sont promues avec toutes les questions, le questionnement qu'on peut avoir vis-à-vis de ce genre de dispositif injecté, donc, c'est des perfusions. Alors, sur la kétamine, on ne sait pas exactement quelles sont les posologies utilisées. Les posologies habituelles dans le centre sont des posologies qui sont dans la moyenne basse des recommandations internationales. La lidocaïne, même chose. Ni la kétamine ni la lidocaïne ne sont évaluées de manière rigoureuse actuellement. Il n'y a pas de travaux qui permettent d'évaluer ça en cas de douleurs neuropathiques. Nous avons dans le groupe proposé un travail et donc je vous demande une obole, puisqu'il nous faut 250 000 € et que si on ne commence pas tout de suite, on ne va jamais arriver. Donc c'est ce qu'on nous réclame pour faire l'étude. Donc une étude qui était faite en 4 bras et qui pouvait être intéressante. Et on aurait enfin pu conclure. La neurostimulation transcutanée. Alors la neurostimulation transcutanée, on en a parlé un petit peu, je ne sais toujours pas si ça fonctionne, et je ne sais toujours pas pourquoi ça fonctionne. Je rappelle que la théorie du net contrôle est une théorie qui est un concept et qui n'a jamais finalement réussi à être démontré. Et donc les recommandations disent, oui, on peut utiliser, mais ça peut faire du bien. Donc si ça peut faire du bien, c'est comme, je ne sais pas quoi, la messe, en tout cas, comment ah oui, c'est clair. Ça marche peut-être mieux aujourd'hui, les autres, on ne sait pas. Toujours est-il que les revues Cochrane qui sont faites sur la neurostimulation transcutanée montrent qu'on peut absolument pas conclure. Et donc la dimension d'anxiolyse, c'est exactement pour la même chose pour la kétamine. On peut poser la question, quand on fait la kétamine en hospitalisation, qu'est-ce qui fait du bien? C'est la kétamine ou l'hospital, enfin l'hôpital. Et c'est vraiment des choses qui doivent être interrogées et j'aimerais que ça ne soit plus une prescription aussi large que... En tous les cas, je ne pense pas que la prescription de neurostimulation transcutanée, et là c'est moi qui m'engage, devrait être basée sur une réflexion du style, il n'y a rien qu'à marcher, je vais essayer ça. Il faut vraiment un territoire ciblé, il faut vraiment qu'on attende quelque chose, il faut vraiment évaluer ce que ça fait, et puis si ça ne fait rien, à 3 mois, on vit. Les blocs nerveux. Alors là, les blocs nerveux, vous voyez que la recommandation est faible.
ce qui était évoqué quand Mme Beauchamp parlait des douleurs centrales, c'est que finalement, une action périphérique, malgré cette action ciblée, peut avoir un impact sur ce qu'on connaît de la physiopathologie des douleurs, avec leur retentissement qui fait la sensibilisation centrale. C'est-à-dire qu'on anesthésie en périphérie et on va avoir, et nous on est toujours étonnés, de cet impact ontalgique qu'on peut avoir, rien que par une anesthésie locale, sur des phénomènes dont on sait qu'ils ont été des phénomènes et qui sont des phénomènes de sensibilisation centrale. Donc, des choses qui sont intéressantes et qui ont été d'ailleurs validées par Mme Nielsen qui disait eh bien, vous avez des douleurs centrales, commencez par traiter le périphérique, parce que vous traitez le périphérique, peut-être que ça va être. Alors, on ne peut certainement pas bien les mécanismes, mais c'est des choses qui existent. La radiofréquence qui est également utilisée, faible recommandation, vous le voyez. Radiofréquence, on peut. La radiofréquence, c'est ce qu'on fait, on chauffe comment on chauffe un verre et on le chauffe à 40 degrés et 42 degrés. On attend un petit peu, pas longtemps, et on va potentiellement détruire ou sidérer, certainement pas détruire, les fibres C, ce qui permet de diminuer la symptomatologie douloureuse neuropathique. Alors, l'intérêt potentiel de ce système, c'est qu'il durerait plus longtemps, il y aurait une efficacité plus longue qu'un bloc anesthésique, que d'autres, et n'aurait pas des effets secondaires délétères, type sédation et autres, des médicaments génériques. Alors, des indications, hein, que vous voyez comme moi, avec des phénomènes, enfin, des utilisations qui sont maintenant qui ont été élargies. Alors, pas toujours dans le bon sens, hein, avec des radiofréquences d'énergéniculés sur les genoux douloureux, des radiofréquences du pulmonal, ça c'est déjà moins régulièrement fait, mais il faut se poser la question de l'utilisation de ce type de techniques qui sont très largement faites par les anesthésistes, mais peut-être un peu au mépris de ce qui est la dimension de douleur chronique et de la chronicisation d'une symptomatologie douloureuse et donc des conséquences en qualité de vie, en anxiété, etc. Donc c'est efficace, c'est sûr, mais si on décontextualise ces traitements d'une prise en charge globale, ça ne sera pas souhaitable. Alors, la neurostimulation, enfin la neuromodulation par stimulation, qui peut être donc coordonnale postérieure, qui peut être du ganglion postérieur et qui pourrait être périphérique, c'est quelque chose qui fonctionne. Bon, les recommandations sont un peu oiseuses comme partout, en particulier pour le DRG, mais comme ce sont des techniques qui sont émergentes, bien évidemment, c'est toujours un peu difficile d'avoir des évaluations randomisé et plus contrôlé, c'est encore plus complexe. Toujours est-il que c'est quand même quelque chose que nous on utilise avec une certaine satisfaction. Pompe intrathecale, Madame Beauchamp en a parlé, en particulier pour le psychomotive. Des questions qui restent en suspens avec est-ce qu'il faut y aller, est-ce qu'il ne faut pas y aller, avec quoi, le psycho, la morphine, la replie, etc. En tout cas, manifestement, ça fonctionne, et c'est plus un problème d'indication qu'un problème de technique. C'est à partir de quand faut-il y aller? Est-ce qu'il faut y aller uniquement avec une pompe? Est-ce qu'il faut accompagner, pas accompagner? Toujours dans ces recommandations, les psychothérapies, les psychothérapies, oui, mais il n'y a pas de conclusion en fait, mais il y a quand même pas mal de travaux qui montrent que les psychothérapies cognitivo-comportementales peuvent aider à la prise en charge de manifestations douloureuses neuropathiques. Alors, tout ne fonctionne pas, et c'est peut-être plus la technique d'application, la technique d'usage qui fait l'efficacité plutôt que la technique par elle-même. Après, que tout ça, c'est basé sur les thérapies, sur la respiration. On prend la respiration, ça fait.
Alors là, il y a tout ce qui reste autour, hein, tout ce qu'on a inventé joyeusement, auriculo, tout ce que vous voulez. Enfin, le principal, c'est que ça finisse par thérapie, mais ça marche pas. Donc, parce que les travaux ne sont pas faits, hein, la naturopathie, ça ne marche pas non plus. Bref, tout ça, c'est bien connu comme étant inefficace, mais largement promu parce que c'est pas mal, c'est bien qu'ils disent. Donc le bilan, le bilan il est classique. Vous avez des recommandations qui sont fortes pour gabapentin, antidépresseurs, ça c'est sûr. C'est moins fort pour les topiques. C'est moins fort, et en tout cas, c'est pas en première intention pour les opioïdes forts. Alors, il y a un opioïde fort qui n'est pas. D'une part, on a eu la valeur des opioïdes, et d'autre part, il y a des opioïdes qui n'ont pas été testés, comme les buprenorphine et autres. Après, c'est faible pour la thèse, voire inconclusif, mais ça, inconclusif faute de travaux pour ce qui est des stimulations d'ordre postérieur, pour ce qui est des intrathecales, etc. Vous avez des choses qui sont contre. Alors, on sait que la RTMS doit être à haute fréquence. Il y a eu de la stimulation magnétique transcrânienne répétitive à basse fréquence, et celle-là est inefficace. Alors, c'est au-dessus de 10 Hz, la haute fréquence. Puis voilà, des manques de données. Et puis des choses dont on sait que ça ne fonctionne pas, ça c'est ce que ce que vous voulez. Plus intéressant peut-être, parce que c'est à ça qu'on est confronté, c'est l'évaluation des combinaisons qu'on peut faire. Parce qu'on est tous en train d'associer des tonnes d'éloges, et en fait, est-ce qu'il y a une légitimité à associer ces médicaments? Il y a eu un travail qui est paru en fait en 2023, tout récent, qui reprend ça. Alors, opioïdes et antidépresseurs, ça fonctionne. Antibiotiques et antidépresseurs, ça fonctionne. Grosso modo, kétamine et gabapentine, dans des douleurs centrales, ça n'a pas l'air si mal, en tout cas c'est supérieur à la immunothérapie, mais avec des effets que nous on constate, c'est-à-dire qu'il y a une disparition de l'effet de la kétamine à 15 jours. Alors 15 jours là dans cette étude, mais disparition qui peut être beaucoup plus tardive, ça on constate aussi. Ne demandez pas d'explication, j'en ai pas vraiment. Il y a des inefficacités qui peuvent être durables. Et puis la duloxétine, ça marche pas mal quand c'est associé à des opioïdes et éventuellement à une prégabaline. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au final, dans certaines circonstances, donc là en l'occurrence le cancer, vous pouvez associer 3 thérapeutiques et que vous en tirerez malgré tout un bénéfice, en tout cas sur les manifestations douloureuses neuropathiques. Alors si on fait un petit bilan de ces combinaisons, ça permet a priori d'avoir des besoins de chacune des molécules. C'est souvent pas vrai, parce qu'on monte comme des forcenés jusqu'au maximum. Par contre, vous allez augmenter les effets indésirables, c'est pas toujours vrai, et que manifestement, seules certaines associations seraient bénéfiques, et qu'en tout cas, il n'y a pas lieu d'associer 2 IRSNA. Par contre, vous pouvez très bien associer un IRSNA et un TCT, ça c'est possible. Bon, le bénéfice reste modeste. J'ai posé la question ce matin des clusters éventuels, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des types de manifestations neuropathiques, est-ce qu'il y a des symptômes particuliers qui pourraient conduire à l'utilisation de tel ou tel médicament? Donc c'est ces clusters qui devraient être identifiés. C'est à mon sens le sens du boulot, c'est-à-dire qu'il va pas mal travailler en sachant que peut-être qu'un patient qui a une hyperalgésie au froid, pour reprendre ce que disait Cédric, à 14 jours, peut-être qu'il a besoin d'un certain type de médicament plutôt que d'un autre. Et peut-être que si on voit toutes les hyperalgésies au froid du Neurontin, ça ne marchera pas. Et puis on va dire, le Neurontin, ça ne marche pas. Mais peut-être que c'est pas celui-là qu'il faut utiliser. Donc, bien identifier et bien repérer la symptomatologie,
semble quelque chose d'important, et ça rentre vraiment dans le cadre de médecine périnopératoire. Alors, il y a eu un travail qui a été fait, ces barons qui avaient fait ça en Allemagne. Alors, en Allemagne, ils ont la disponibilité des QST, des machines qui permettent d'évaluer l'hyperalgésie mécanique, la perte de sensation et l'hyperalgésie thermique. Et vous voyez qu'en fonction de l'expression symptomatique de la douleur neuropathique, on réussit à retrouver, parce que ce baron avait précisé, que les opioïdes, ça marche peut-être mieux quand il y a une perte de la sensibilité, que les bloqueurs mécanosodiques, alors vous les savez tous, ça va du larencil à l'anesthésie locale, ça marchera peut-être mieux en cas d'hyperalgésie thermique, ce qui est assez logique, et que l'hyperalgésie mécanique, et peut-être que c'est des gabapatinoïdes et des antidépresseurs qu'il faut utiliser. Et ça, je pense que si on veut faire évoluer la prise en charge, c'est peut-être dans ce sens-là qu'il faut aller, parce qu'au final, les nouveaux médicaments, on n'en a pas. Le nouvel antalgique produit actuellement, c'est quoi? C'est la morphine. Donc, il n'y a pas grand-chose de différent, il n'y a pas grand-chose de neuf, et que peut-être qu'on devrait être obligé d'être plus rigoureux dans la sélection de nos patients. Alors, c'est évidemment quelque chose de complexe. Alors, en conclusion, oui, une efficacité thérapeutique qui est globalement limitée. Il faut savoir que les traitements des douleurs neuropathiques, c'est a priori efficace dans 50% des cas. Quand vous savez qu'on a 30% d'effets placebo, on peut se poser aussi des questions. Des profils sensoriels qui, peut-être qu'il y a des mécanismes physiopathologiques qui sont différents, peut-être que les mécanosodiques qui s'ouvrent quand vous avez une hyperalgésie mécanique, mais pas une hyperalgésie au fond. Et donc, il faudrait essayer de sélectionner ces patients très tôt après la lésion et orienter, et on en revient à ce qui a été dit précédemment, c'est là où c'est le plus important. Donc, des nouvelles définitions de douleur neuropathique. Douleur neuropathique, c'est peut-être vague, c'est peut-être douleur neuropathique aiguë avec hyperalgésie thermique, avec hyperalgésie mécanique, ce qui permettrait de choisir un traitement particulier. On est en phase des études, on ne sait pas ce qu'il faut faire en fait. Et puis donc des répondeurs spécifiques à identifier avec, et ça c'est mon côté de CD, une adaptation au sexe, c'est-à-dire que les douleurs neuropathiques de la femme ne sont certainement pas les mêmes que celles de l'homme. Je vous remercie.